de commencer le débat. Donc, Monsieur Gibault, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, membre du Conseil de l'Ordre, vous êtes écrivain, romancier, et vous êtes donc un homme de lettres, un fin collectionneur et amoureux de l'art également. Et puis, le biographe attitré de Louis-Ferdinand Céline. Vous avez été proche de Lucette d'Estouches, l'épouse de Céline, dont vous avez été le conseil de 1967 jusqu'à sa mort en 2019, et dont vous êtes également l'un des deux héritiers. Ce soir est donc mis à l'honneur votre ouvrage, paru aux éditions Bouquin, Céline, 1894-1961, la biographie de référence. Paru l'an passé, je crois que je l'ai dit. Il y avait eu avant cela une fabuleuse biographie, celle-ci en 3 tomes, parue au Mercure de France entre 1977 et 1981. Vous avez également, très récemment, orchestré la publication de l'ouvrage « Guerre » au singulier. Vous avez signé son avant-propos et ce manuscrit inédit, paru en mai 2022 aux éditions Gallimard, et ce, après la rocambolesque histoire des manuscrits de Céline, retrouvée en août 2021, je crois plus de 5300 feuillets, et qui avait donc été dérobée dans l'appartement de Céline lui-même. Je pense que vous allez y revenir. Pourquoi dérober? Rappelons en effet que Céline a fui Paris en juin 1944 pour le Danemark, en passant par l'Allemagne, pour des raisons que l'on connaît d'occupation et de collaboration avec l'occupant allemand. Ainsi ressuscite aujourd'hui, plus de 60 ans après sa mort, l'esprit fort de cet écrivain majeur du XXe siècle. Il y a donc une actualité. Le roman Londres paraît après-guerre en septembre 2022, l'an passé, chez Gallimard. Donc cet auteur majeur, pétri de contradictions, et vous l'évoquerez aussi ce soir sans aucun doute, dont la singularité de style aura représenté une véritable révolution littéraire, aura impulsé le renouveau du récit romanesque traditionnel, jouant à l'infini avec les mots, mais aussi les rythmes et les sonorités. Chez Céline, vous le dites, il y a la guerre, la mort, l'humour. Un humour qui naît des mots. Il jongle fabuleusement avec les mots. Il en crée aussi beaucoup pour servir sa narration. Vous dites vous-même, Monsieur Gibault, qu'il en joue comme un poète pour que les mots s'entendent bien entre eux. Et puis vous évoquez la liberté du phrasé de Céline, de la syntaxe, les phrases interjetées, les points d'exclamation, de ponctuation, ce recours précieux à la ponctuation. Et puis la langue argotique et populaire qui oblige souvent la présence d'un lexique immédiatement à portée de main lorsqu'on veut lire Céline. Voilà. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole. Monsieur Gibault est en forme. Il a dit qu'il pouvait s'exprimer pendant une petite heure et puis on ouvrira aux questions avec vous. Passez un très bon moment et puis on se retrouvera aussi pour la dédicace par la suite. Merci à vous deux. Merci. Alors François Gibault, avant de rentrer dans la matière de la biographie, revenons un peu sur votre lien d'amitié avec la veuve de Céline, Lucette, donc, qui est morte il y a quelque temps, à 107 ans. Vous l'avez rencontrée donc en 62, un an après la mort de Céline. Racontez cette rencontre. Bon, alors, première question effectivement que j'attendais. Beaucoup de gens me disent comment est-ce que vous... bourgeois, je suis né dans le 7e arrondissement de Paris, dans une maison de famille, dans une famille bourgeoise. Est-ce que vous défendez aujourd'hui un écrivain aussi sulfureux, aussi révolutionnaire, aussi anarchiste que Céline?
eh bien, ce sont les hasards de la vie qui l'ont fait. Vous me posez la question de savoir comment j'ai connu Madame Céline. C'est un de mes amis, André Damien, que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui a été maire de Versailles, qui était avocat, bâtonnier, etc., me dit un soir, tiens, je dîne chez Madame Céline, qui est ma cliente. C'est une cliente un peu spéciale, elle ne vient pas au bureau, il faut aller chez elle, il faut s'asseoir par terre, devant un feu de bois, il faut dîner avec elle. Et alors, ça l'embêtait. Et il m'a dit, si tu viens avec moi, je m'ennuierai moins. Et c'est comme ça que j'ai connu Madame Céline. Sans être invité, je suis arrivé, elle m'a reçu très gentiment. Et on ne peut pas parler de coup de foudre, mais l'entente entre nous a été absolument immédiate. Et je la connais donc en juillet 62, un an après la mort de Céline, à peu près un an. Et nous allons ne plus nous quitter jusqu'à sa mort à 107 ans, il y a exactement 3 ans. Et nous voyageons dans le monde entier. Elle me présente ses amis, je lui présente les miens. Nous sommes abonnés à l'opéra, on passe toutes nos vacances ensemble. Et je l'aide et je la soutiens. Elle me demande de mettre au net le dernier manuscrit de Céline, qui était Rigaudon, qu'il a fini le jour même de sa mort. Ensuite, elle me demande de faire une préface à ce... C'était un grand honneur pour moi. J'étais tout jeune. Écrire une préface d'un inédit de Céline. Et c'est en quelque sorte mon entrée en littérature. Et voilà, elle a beaucoup changé le cours de ma vie. Et elle vous a aussi aidé pour écrire cette biographie? Alors, au bout d'un certain temps, comme elle m'avait présenté tous les amis qui vivaient encore, il y avait des gens considérables, il y avait Marcel Aimé par exemple, hein, que je vais voir assez souvent, il y avait Jeanne Paul, il y avait des quantités de gens qu'elle me racontait elle-même sa vie avec Céline. Je me suis dit, je suis le mieux placé pour écrire une biographie. Et en plein accord avec elle, je me suis lancé dans l'écriture d'une biographie qui m'a demandé, je ne sais pas, une quinzaine d'années, hein, parce qu'il fallait aller... Céline a beaucoup voyagé, il fallait aller entendre des témoins sur place, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, un peu partout, au Danemark, bien sûr. Et ça m'a demandé un travail absolument considérable. J'ai publié la biographie en 3 tomes. Et puis on vient, il y a 2 mois, de la réunir en un seul tome et actualiser, bien entendu, encore qu'elle n'avait pas vieilli, ma biographie, j'en suis assez fier. Il n'y avait finalement pas d'éléments nouveaux à inclure, sauf la découverte de ces manuscrits, mais qui ne changent en rien la vie de Céline, puisqu'il est mort. Bon, il n'est pas vraiment mort, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait percevoir dans la calligraphie de Rigaudon? Racontez un peu ce travail d'édition que vous avez fait dessus. Ça n'a pas été difficile? C'était pas trop une écriture de médecin? Ça a été passionnant, pour 2 raisons. D'abord, Céline a dit que toutes les vies sont des romans, et il a raison. C'est vrai, on peut écrire des biographies de gens inconnus, et ça peut donner un livre absolument passionnant. Mais là, c'était particulièrement intéressant pour 2 raisons. D'abord parce que Céline a une vie absolument passionnante. Il s'est mêlé de beaucoup de choses, d'ailleurs certaines qu'il n'aurait pas dû s'en mêler. Je suis le premier à en convenir, mais enfin, il est allé voir l'URSS de Staline, il est allé à Berlin voir l'Allemagne d'Hitler, il est allé voir à Rome l'Italie fasciste. Il a énormément voyagé, il a rencontré des quantités de gens, et sa vie est passionnante. Et elle est d'autant plus passionnante que l'œuvre de Céline elle-même a commencé par Voyage au bout de la nuit.
est essentiellement autobiographique, si vous voulez. C'est pas tellement un écrivain d'imagination. Il part toujours d'un fait vrai, et comme il laisse pas mal de temps entre le fait vécu et l'écriture, son esprit déforme, son esprit enjolive, son esprit noircit surtout. Hein. Il n'enjolive pas tellement, mais il noircit. Et de telle manière qu'on peut lire la biographie dans une main et Voyage au bout de la nuit dans l'autre, et on voit justement le travail de l'écrivain. On voit ce qui est vrai et on voit ce qui est un verbe que Céline imaginait. On voit ce que Céline a miraginé. Il a inventé ce livre qui est tout à fait juste et qui s'applique beaucoup à toute son œuvre. Céline, d'un bout à l'autre de son œuvre, a miraginé. C'est-à-dire, il a inventé, à partir d'une réalité, sur cette réalité, il a plaqué ce que le travail de l'écrivain. Et voilà, pour moi, ça a été 15 années passionnantes, si vous voulez, parce que j'étais à la recherche d'un écrivain qui s'est beaucoup caché, qui a raconté beaucoup d'histoires sur sa vie qui n'étaient inexactes. Il a en quelque sorte brouillé les pistes et mon rôle, c'était de retrouver la vérité. Alors maintenant, on pourrait dire quelques mots sur l'histoire rocambolesque du manuscrit retrouvé, celui de Guerre. Donc, raconter un peu comment il a été perdu, comment volé, donc comment il a été retrouvé, des décennies après. Céline a vécu toute l'occupation allemande à Paris. Il connaissait des Allemands déjà d'avant la guerre, notamment le directeur de l'Institut allemand à Paris. Il le connaissait depuis bien avant la guerre. Il a donc entretenu un peu imprudemment certaines relations avec quelques officiers allemands. On ne peut pas vraiment dire qu'il ait collaboré, mais il a envoyé quelques lettres très imprudentes aux journaux, que les journaux ont publiées. Et il était connu comme étant collaborateur parce qu'il pensait que l'ennemi, il y avait été en URSS, l'ennemi c'était les soviétiques. Il pensait que les soviétiques allaient franchir les frontières et nous faire de nous un État communiste. Et il pensait que il ne croyait pas beaucoup dans l'armée française, il avait raison, et il a pensé que l'Allemagne nazie, qui était à fond contre le bolchevisme, serait le meilleur rempart contre l'arrivée des Russes à Paris. Voilà. Bon, il n'était pas seul à le penser, beaucoup de gens le pensaient. Et il était considéré comme collaborateur. Il avait envoyé, c'est vrai, des lettres à des journaux pour dire par exemple qu'il fallait collaborer avec Doriot qui partait sur le front russe, hein, avec la LVF, la Légion des volontaires français. Et après le débarquement, il a acquis la certitude, c'était son impression avant, que les Allemands allaient perdre la guerre. Et qu'il y allait avoir, au moment de la libération, des règlements de compte, et qu'il avait reçu d'ailleurs déjà des menaces de mort, des petits cercueils, des choses comme ça. Et avec sa femme et son chat, bien entendu, le chat Bébert, le chat le plus célèbre de la littérature française, il voulait partir et il avait préparé son départ, puisque sa femme et lui avaient des vrais faux passeports, c'est-à-dire des passeports à un nom qui n'était pas le leur, mais qui étaient des vrais passeports que les amis à la préfecture avaient faits. Donc, il avait choisi, on lui avait proposé de partir en Espagne, il avait choisi le Danemark.
le Danemark parce qu'il avait des amis là-bas, c'est un pays qu'il aimait beaucoup. Il avait de l'or dans un coffre dans une banque et il avait une amie danseuse qui lui proposait de l'héberger dans son appartement. Donc tout ça a été programmé, si vous voulez, et ils sont partis tous les trois, à peu près 8 jours après, le chat, Lucette, sa femme et lui, pour le Danemark. Les choses vont se compliquer parce que pour partir au Danemark, il faut passer par l'Allemagne, évidemment. Il a des visas pour l'Allemagne, mais il n'a pas de visa pour le Danemark. Et quand il arrive en Allemagne, les Allemands vont lui refuser le visa pour le Danemark. Ce qui fait qu'il va résider d'abord à côté de la frontière, puis ensuite il s'en va à Berlin, et puis finalement les Allemands refusent toujours le visa, et il n'aura que, après avoir rejoint le maréchal Pétain à Sigmaringen, après avoir rejoint la colonie française qui était là, au château de Sigmaringen, mais il n'habitait pas le château, lui, il habitait avec les manants dans le village, et là il obtient en avril, c'est-à-dire vraiment à la fin de la guerre, en avril 1945, n'est-ce pas? Il obtient le visa pour le Danemark. Et en arrivant au Danemark, des amis de la butte, notamment Jean-Paul, qui habitait exactement en face de lui, le peintre Jean-Paul, qui habitait en face de chez lui, le préviennent que son appartement était visité. Partant avec sa femme, ils avaient besoin de bagages relativement importants, ils ne pouvaient pas tout emporter, et il avait laissé dans son appartement des manuscrits importants, dont celui de Maura Credy, qui était un manuscrit très important, déjà publié, et puis des quantités pas mal de manuscrits qui n'avaient pas encore eu le temps de publier, sur lesquels éventuellement il travaillait. Il apprend que son appartement a été visité par des gens se disant résistants et perquisitionnant les appartements des collaborateurs. Alors il écrit à ce moment-là plusieurs lettres dans lesquelles il dit exactement les manuscrits qu'il avait abandonnés dans la maison, dans l'appartement. Donc là, on sait ce qui finalement, on a pensé lui avoir été volé. Et puis quand il est rentré, il a essayé de les récupérer auprès d'un monsieur qui occupait son appartement. Il y avait peu d'appartements à l'époque, l'appartement avait été réquisitionné. Et les manuscrits étaient introuvables, en tout cas. Il les réclame, il les demande, et un monsieur qui était d'ailleurs compagnon de la Libération, ami du général de Gaulle, qui s'appelait Moranda, et qui occupe l'appartement. Donc Céline renonce à déposer une plainte. Il aurait pu déposer une plainte. Effectivement, il renonce et les manuscrits ne seront retrouvés que bien après sa mort. Tous les Céliniens, à commencer par moi, ont cherché à les retrouver, évidemment. Nous savions que l'appartement avait été visité par un résistant de la dernière heure, qui, évidemment, n'avait aucun titre pour visiter l'appartement, mais il l'avait fait. On sait que son nom m'échappe à l'instant, mais ça va me revenir. Il sait que ce type qui s'appelle Oscar Rosenbly a d'ailleurs été arrêté et emprisonné pour avoir fait ça, la même chose chez le Vigan. Il se faisait une spécialité, comme il connaissait le Vigan, il connaissait Céline d'ailleurs parce qu'il savait qu'il y avait des manuscrits dans la maison,
Donc on a soupçonné Rosembli, et après avoir soupçonné Moranda. Voilà. En tout cas, ces manuscrits ont été introuvables pendant des années, puisque c'est seulement en 2020, en juin 2020, qu'un de mes confrères, sachant que j'étais un des deux héritiers de Madame Céline, et donc de Céline, avec cette précision, là je m'arrête un instant dans mon récit, c'est que Madame Céline, Lucette-Almanzor, était la seule héritière de son mari, alors qu'il avait une fille, qui était donc héritière réservataire, héritière de droit, et 5 enfants qui, eux aussi, auraient pu hériter de leur grand-père. Or, la fille de Céline avait peur des dettes de son père. Il est vrai qu'il était en rouge chez Gallimard, il avait touché des avances qui ne correspondaient pas à ses droits, et puis elle découvre surtout que la maison de Meudon où habitaient Céline et sa femme n'était pas à Céline, mais à Madame Céline. Donc, la maison, dans un grand jardin, maison qui valait de l'argent, ne faisait pas partie de l'héritage. Alors elle a renoncé à la succession de son père. Et 8 jours plus tard, son mari, en qualité de père des enfants, a également renoncé à la succession de leur grand-père pour ses enfants mineurs. Ils étaient tous mineurs. Voilà donc comment aujourd'hui je suis un des héritiers de Madame Céline. Nous sommes 2, il y a une de ses amies et moi, et nous nous trouverons donc être les héritiers de Louis-Ferdinand Céline. Alors, je reviens à mon histoire de manuscrit volé, puisque vous m'avez posé la question. Je reçois en juin 2020, il va y avoir 3 ans, un appel d'un avocat que je connais bien, qui me dit « J'ai un client qui a des manuscrits de Céline. Alors, est-ce que tu peux venir à mon cabinet rencontrer ce monsieur? Nous convenons d'un rendez-vous. » Mais je lui dis « Attention, nous sommes 2 héritiers et il faut aussi que Madame Chauvin, l'autre héritière de Madame Céline, soit présente. » Et nous assistons là à un rendez-vous au cours duquel un monsieur qui s'appelle Thibaudat nous dit qu'effectivement, il a des manuscrits de Céline, sans dire exactement lesquels, et disant qu'il voudrait les donner, disant qu'il les a reçus de personnes dont il ne veut pas dire le nom. Déjà, c'était suspect. Et puis, avec une interdiction, ce qui montre qu'il n'était pas de très bonne foi, de les remettre à Madame Céline, de son vivant. C'est la raison pour laquelle il a attendu un certain nombre d'années. Il a attendu qu'elle soit décédée, comme je l'ai dit, à 107 ans, à la fin de l'année 2019, en novembre 2019. Et il ne veut pas nous les donner. Il veut les publier, mais on ne sait pas exactement les titres. Je dis donc à mon confrère, envoie-moi, on se tutoyait, on ne se tutoie plus parce qu'on est fâchés, envoie-moi la liste des manuscrits retrouvés. Et il m'envoie une liste qui correspond exactement à ce que Céline écrivait à ses amis quand il était au Danemark, même de prison. Il a dit, voilà, les manuscrits qu'on m'a pris, c'était exactement les manuscrits qui ont été abandonnés par Céline et ensuite volés, ou en tout cas recélés par, à l'époque, on ne savait pas qui, puisqu'il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Alors, moi, j'étais très hésitant,
Madame Chauvin était beaucoup plus battante et elle m'a dit, il faut voir un avocat. Nous allons voir un avocat qui dit, mais il n'est pas légalement propriétaire de ces œuvres qui appartenaient à Madame Céline, il le savait, et qui font donc partie de sa succession. Vous allez donc demander à ce que ces manuscrits vous soient remis. On va les réintégrer dans la succession de Madame Céline et vous allez devoir payer des droits de succession, ce que nous avons fait et ce que nous faisons, continuons à faire, parce que le manuscrit de Moracredi a été donné par nous à la Bibliothèque nationale. À ce moment-là, nos avocats s'écrivent des lettres officielles en disant « Ces manuscrits doivent être remis aux héritiers de Madame Céline ». Refus de l'avocat de M. Thibaudat. Et à ce moment-là, notre avocat nous dit il faut porter plainte. Ce n'était pas mon idée, surtout au départ, et on ne s'est pas précipité parce que l'avocat de M. Thibaudat a dit qu'on s'était précipité pour porter plainte. Le rendez-vous dont je vous ai parlé est du mois de juin 2020, et nous avons porté plainte en février 21. Donc nous avons attendu 8 mois. C'est parce que les négociations n'ont pas abouti que nous avons porté plainte. Le procureur a ordonné une enquête, et quand il a été convoqué, M. Thibaudat a dit « Oh, mais s'ils veulent laisser il a pris peur, évidemment. Et s'ils veulent les manuscrits, mais je les leur donne. » Et depuis, il fait le grand généreux. Il a même écrit un livre pour dire « Voilà, j'ai sauvé ces manuscrits. » Et voilà. La seule chose que je retiens à son actif, c'est que j'avais peur que ces manuscrits soient dans une cave humide et qu'on les retrouve en très mauvais état. Ils sont en parfait état. Et nous les avons, la police nous a convoqués, Madame Chauvin et moi. Nous sommes allés chercher les manuscrits, des policiers d'ailleurs remarquables, et nous avons porté ces manuscrits chez Gallimard et nous les publions. Nous les avons publiés. On a publié Guerre le premier, c'était ma volonté, c'était le plus facilement lisible. Et ensuite, on a publié Londres et on va publier là prochainement une légende, un espèce de conte moyenâgeux qui s'appelle La légende du roi Krogold. Voilà. Voilà l'histoire de ces publications. Le premier manuscrit Guerre a été publié au mois de mai avec un immense succès. On en a vendu en quelques semaines 140 000 exemplaires. J'ai eu l'honneur de faire la préface, c'était ma seconde préface de Céline, de ce manuscrit, et qui raconte, qui aurait pu être intégré dans Voyage au bout de la nuit, puisque dans Voyage au bout de la nuit, le début du livre, c'est le récit de la guerre de 14, hein, auquel Céline participe, et au cours duquel il sera blessé en novembre 1914. Donc pour lui, la guerre s'arrête à ce moment-là. Mais il n'avait jamais, dans Voyage au bout de la nuit, raconté ni sa blessure, ni son hospitalisation. C'est un complément, quelque part. Hors guerre, c'est sa blessure et son hospitalisation. La blessure, il est très grièvement blessé au bras et, semble-t-il, au crâne. Et il est dans la première partie de guerre et il raconte comment il est par terre, un de ses camarades est à côté de lui, mort. Il y a des soldats qui passent, naturellement personne ne lui porte secours. Il parvient à se lever et puis il rencontre un soldat britannique qui le conduit à une ambulance britannique.
c'est la partie du roman la moins romancée. C'est, je crois, véritablement comme ça que Céline s'est retrouvée par terre, blessée, grièvement blessée, perdant connaissance, vomissant, mangeant des trucs qu'il trouve à manger dans le sac d'un de ses copains qui est mort. Là, on est véritablement, je crois, très près de la vérité. La seconde partie du livre, c'est dans un hôpital où là, il se passe des choses très, très extraordinaires. Il y a une infirmière qui soulage les patients, qui tombe amoureuse de Céline, qui se livre même sur les cadavres à des gestes que la morale réprouve. Et là, je crois que le romancier est intervenu et a beaucoup romancé les faits qu'il avait vécus. Voilà ce que je peux dire de Guerre. Londres, Londres, ça fait suite à Guerre, puisque dans la fin de Guerre, il va partir à Londres, invité par un major britannique. Et Londres, c'est évidemment l'arrivée. Donc ce sont deux livres qui se font suite, mais qui sont très différents, et de style et de ton. Voilà ce que je peux dire en réponse à votre question. Je crois que c'est très clair. Alors, on va en venir maintenant à la biographie, donc, qui est très bien écrite, qui se lit comme un roman, très subjectif, avec des partis pris, évidemment. C'est un travail donc, gigantesque et irremplaçable. Vous écrivez en introduction de la première partie, c'est l'histoire d'un homme seul, la marche d'un voyageur solitaire. C'était ça, oui, Céline, et faut dire qu'il savait faire aussi le ménage autour de lui. C'est-à-dire, Céline, c'est un solitaire. D'abord, c'est un enfant unique, c'est important. Ensuite, il va être très indépendant de ses parents très, très vite. Pendant la guerre de 14, il est blessé, solitaire. Il portait un pli entre son régiment et un régiment voisin. Là aussi, il est solitaire, et puis c'est un écrivain seul, solitaire, incomparable avec d'autres. Encore qu'on peut toujours comparer Céline et Proust, Céline et Gide, Céline et les grands écrivains de son temps. Il y a toujours des points communs, mais c'est quand même un écrivain solitaire et qui va écrire comme personne. Il va inventer un style, il en était d'ailleurs très fier. Et toute sa vie, c'est un homme seul qui se bat tout seul. La solitude, il la connaîtra, je dirais, encore plus au Danemark, évidemment, dans un pays dont il ne parle pas la langue. Il va passer 18 mois en prison, ça c'est la solitude absolue. Et puis ensuite, la fin de sa vie à Meudon, les 10 dernières années de sa vie, il est passé à Meudon, il a été condamné. Ça montre d'ailleurs qu'à 1 an de prison, sans avoir pu être défendu, donc ça montre que les faits de collaboration qui étaient dans le dossier n'étaient pas très, très graves, quand on pense aux condamnations des cours de justice qui ont été souvent extrêmement rigoureuses, avec beaucoup de condamnations à mort. Donc, le solitaire qu'il a été toute sa vie, il le sera, j'allais dire, encore plus à Meudon, une espèce de solitude ou prison volontaire, puisqu'il achève sa vie tout seul avec sa femme, ses animaux, évidemment. Bébert, qui a survécu à tous ces événements, mais qui va mourir à Meudon du vivant de Céline, et puis les animaux qu'il avait ramenés, puis les animaux qu'il adopte, des chats, des chiens. Il y a toute une ménagerie qui vit avec lui, mais il vient à Paris très très peu souvent. Il va vivre les 10 dernières années de sa vie à Meudon, mais
pratiquement solitaire et venant à Paris extrêmement souvent pour se soigner, pour voir des médecins ou pour voir Gallimard, son éditeur. Voilà ce que je peux dire. Alors on va revenir un petit peu en arrière à sa naissance. En 1894, l'année où donc, Dreyfus est condamné. Vous commencez la première partie du livre sur ce point. Attendez, je n'ai pas entendu. Alors je disais, on revient en 1894, l'année de sa naissance. C'est l'année où Dreyfus est condamné. Vous commencez la biographie en faisant ce parallèle entre la naissance, l'année, c'est cette année. Avec l'affaire Dreyfus. C'est ça. Et son père était anti-Dreyfusard. Alors, l'affaire Dreyfus, c'est la fin de l'année. Céline est née au mois de mai et toute son enfance va être bercée par le délire de son père qui était antisémite, comme beaucoup de Français. Comme beaucoup de Français à l'époque, vous savez que la France s'est divisée en deux. Au début, les Dreyfusards, mais qui n'étaient pas très nombreux. Puis la France est devenue de plus en plus dreyfusarde au fur et à mesure qu'il apparaissait que la culpabilité du capitaine Dreyfus était évidemment de plus en plus douteuse. Donc, il est bercé dans son enfance par des propos antisémites, comme une bonne partie de la population française partageait ces opinions, si on peut appeler ça une opinion. Alors, vous voulez que je parle un peu de l'antisémitisme, c'est ça? On pourra y venir après, si vous voulez. Oui, c'est sûr que ce serait difficile de ne pas en parler. Céline est évidemment connue pour des pamphlets antisémites qu'il va publier en 36, 37 ou 37, 38, je ne me souviens plus exactement, et qui ont des titres absolument catastrophiques. Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres. Alors évidemment, beaucoup de gens qui n'ont pas lu les pamphlets viennent vous dire massacre de qui? Des juifs, évidemment. Et l'école des cadavres, de quels cadavres? Des cadavres juifs, évidemment. Les événements que nous connaissons, qui sont pour moi les plus tragiques de l'histoire de l'humanité, je dis bien de toute l'humanité, il n'y a pas de crime plus abominable que la déportation des Juifs et leur extermination. Et tout cela a donné au pamphlet de Céline un côté tragique qu'il n'avait pas, car bagatelle pour un massacre, ce n'est pas du tout le massacre des Juifs. C'est le massacre des Français lors de la prochaine guerre mondiale, parce que Céline sait très bien dans les années 30 que la guerre est presque inévitable entre la France et l'Allemagne. Hein? Moi, j'étais enfant, je suis né en 1932, je suis un très vieux monsieur, mais je me souviens très très bien des années 30, des conversations à table où mes parents parlaient de la guerre, étaient certains qu'ils étaient que la guerre, on allait la déclarer un jour ou l'autre à Hitler et qu'on allait la perdre surtout. Voilà. Céline veut éviter la guerre. Il a été blessé, comme tous les anciens combattants de 14. Mon père était ancien combattant de 14. Ils sont revenus de la guerre de 14, qui est une horreur. Ça a été 4 années d'horreur. Ils sont revenus avec des idées comme plus jamais ça, c'est la guerre des guerres, c'était les slogans que tous les hommes de cette génération, tous ceux qui ont fait la guerre, sont revenus en disant plus jamais ça, plus jamais ça. Et Céline constate, il n'est pas seul à le constater d'ailleurs, que beaucoup de juifs allemands qui ont été persécutés par Hitler dès 1933, vous savez, les persécutions contre les juifs ont commencé dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est-à-dire en février 1933, beaucoup se sont réfugiés en France. Et ces hommes et ces femmes, ces juifs,
sont évidemment contre Hitler et beaucoup poussent la France à déclarer la guerre à l'Allemagne, à une époque où évidemment beaucoup pensaient que l'armée française était équivalente de l'armée allemande, ce qui n'était pas, hélas, pas le cas. Et Céline a dit, beaucoup de témoins que j'ai entendus, et a écrit « J'ai fait la guerre de 14 pour l'Alsace-Lorraine, je ne ferai pas la prochaine guerre pour les Juifs. » Voilà. C'est ça le principe. Alors on va revenir. Il faut savoir que sur bagatelle pour un massacre, qui montre que ce n'était pas le massacre des Juifs qui était envisagé et voulu par Céline, il y avait une bande pour bien rire dans les tranchées. Ça montre bien que c'est un livre qu'il a écrit pour tenter d'éviter la guerre. Il l'a écrit évidemment très maladroitement. Mais ce qu'il a écrit dans ce livre, c'est pas vraiment ça. Des excès. C'est plus que des excès tout de même. Mais c'est pas un appel au massacre. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais ce qu'il dit dedans, ses propos sur les Juifs, par exemple. Ce qu'il dit dedans, c'est quand même autre chose. Il est antisémite, mais il n'est pas seul antisémite. À l'époque, ça, je peux vous dire. Hein. Je parlais de victimes de son talent, par exemple. Les écrivains antisémites, ils sont très, très nombreux. Et parmi les plus grands, j'en ai fait une liste, je ne sais pas où elle est, naturellement. Mais les écrivains français antisémites, ils sont extrêmement, extrêmement nombreux. Je crois que voilà ma liste. Je vais vous les citer. Non, ça y est, je l'ai définitivement. Là, on y est jusqu'à demain matin. Ils sont extrêmement nombreux. Peut-être qu'on pourrait revenir plus tard sur ces questions, on ne va pas tous les citer. Mais c'est important. Hein. Maurras, d'abord. Quel écrivain, hein. Paul Morand. Oui, Paul Morand. Oui. Chardon, Jouandeau, qui a écrit Le Péril juif. Personne ne le sait, ça. Moi, je l'ai, Le Péril juif. Parce qu'il a racheté, après la guerre, évidemment, il a essayé de racheter tous les exemplaires qu'il a détruits. Drieux-La Rochelle, Henri Béraud, Jérôme et Jean Tarot, qui sont tous les deux de l'Académie française, Abel Herman, Brasillac, Abel Bonnat, Robatet, Bernanos, le bon Bernanos, vous savez, ce grand résistant qui a résisté en Amérique du Sud, ce qui était moins dangereux que sur le plateau des Glières, évidemment. Bernanos qui a écrit, après la guerre, en 1945, dans Le Monde, Hitler a alors déshonoré que tout le monde savait, l'antisémitisme. que tout le monde savait ce que les Allemands avaient infligé dans les camps aux Juifs, il a déclaré au Monde, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Mais comme s'il n'y avait pas eu Hitler, l'antisémitisme, après tout. Est-ce que le nombre d'antisémites excuse Céline? Une opinion honorable. Très bien. On va revenir un peu en arrière et peut-être qu'on reviendra sur cette question après. La guerre de 14, c'est quand même important. Vous écrivez, c'est la guerre qui fut la grande aventure de sa vie. Donc il est grièvement blessé en 14 et il a 20 ans, donc il devient un héros, donc un statut qu'il revendiquera aussi plus tard pour se défendre. Donc dans cette dernière édition de la biographie, vous racontez son séjour à l'hôpital Hasbrouck et vous faites un lien entre l'infirmière qui s'occupait de lui, Alice David, et l'infirmière du roman de guerre, Mademoiselle Lespinasse, qui s'éprend de Louis et se livre à ses blessés, comme vous disiez, à des actes que la morale réprouve. Est-ce qu'il avait eu un lien avec Alice David ? Alors, il y a une infirmière qui s'appelait Alice David, c'est ça. Et qui est certainement tombée amoureuse, qui était vieille fille, elle avait 45 ans. Hein, c'est pas une toute jeune fille. Elle avait 45 ans et elle est tombée manifestement amoureuse de Céline. Ça, c'est évident.
On dit qu'elle a eu un enfant, soi-disant, avec lui. Alors, on a dit qu'elle avait eu un enfant, mais là, jamais aucune preuve n'a été donnée. Elle était très catholique, très religieuse. Elle vivait dans une maison avec son frère qui était prêtre. Et elle avait 45 ans. On ne lui a jamais connu d'amant. Et on n'a jamais établi que Céline aurait été son amant. Mais il y a eu une histoire d'amour. Ensuite, elles se sont écrites. On ne pense pas qu'elle ait eu d'enfant, puisque quand elle est morte, elle a laissé son héritage à son frère qui était prêtre. Si elle avait eu un enfant, évidemment, c'est l'enfant qui aurait hérité. Donc on a beaucoup fantasmé, il y a des céliniens qui ont beaucoup écrit à ce sujet, mais je ne pense pas que Céline ait eu un premier enfant avec Alice David. Alors, il en résulte de cette guerre qu'il était donc à la fois patriote et anti-militaire. C'est un de ses nombreux paradoxes aussi. Ça, c'est pas un paradoxe, Céline, comme beaucoup de génies, je pense d'ailleurs, était pétri de contradictions, n'est-ce pas? C'était un homme extrêmement généreux, mais un avare terrible aussi. Comme son père. C'était un anarchiste, mais qui aimait l'ordre. Et c'était un anti-guerre, mais qui aimait l'armée. Hein. Quand il entendait, même chez lui, la Marseillaise, il se levait, il se mettait au garde à vous. Hein. C'était un homme qui était vraiment, je crois, pétri de contradictions. Ça apparaît d'ailleurs un peu dans son œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il valait comme médecin, comme soignant, à proprement parler? Alors ça, c'est une question qu'on me pose quelquefois. Parce qu'il écoutait les patients. Il a fait sa médecine rapidement. C'est-à-dire que les anciens combattants, après la guerre, il a fallu qu'il passe le bac d'abord. Il n'avait pas le bac. Hein, il n'avait que le certificat d'études. Mais pour les anciens combattants, on a prévu des cycles courts pour passer le bac et ensuite pour devenir médecin. Il a fait donc des études de médecine assez courtes. Mais je crois, personnellement, que c'était un très bon médecin. J'ai connu d'ailleurs, ils sont tous morts évidemment, des patients de Céline, quelques personnes de Meudon qu'il avait soignées. Il y en avait un qui m'avait apporté un papier de Céline. Au lieu de prescrire des médicaments, il y avait simplement écrit pas de café, pas de vin, pas de tabac. Voilà, c'était ça la prescription du médecin Céline. C'était d'ailleurs des prescriptions très bonnes. Mais ce que j'ai appris par des médecins, parce qu'il avait autour de lui des amis médecins qui sont venus voir Lucette et que j'ai connu, moi, à Meudon. Il avait une qualité énorme, c'est que quand il ne savait pas, tout de suite, il envoyait chez un spécialiste. Et il avait un réseau de copains à Paris, dont le docteur Villemain, que j'ai connu, et d'autres médecins, qui disaient, mais il nous envoyait, quand il ne savait pas, il faisait faire des radios, il faisait faire des analyses, et s'il ne s'en sortait pas tout seul, il envoyait chez les spécialistes. Donc ça, c'est bien, il ne soignait pas s'il ne savait pas. Alors, il exerçait à Clichy, sa condition matérielle était très mauvaise à ce moment-là, parce qu'il ne faisait pas payer certains patients. Ah oui, non, il y a beaucoup de patients. Ça, j'en ai connu des patients de Meudon à la fin de sa vie, donc les 10 dernières années, il a continué à exercer la médecine, il s'est réinscrit à l'ordre des médecins, et tous m'ont dit que il était le seul médecin qui se déplaçait la nuit et qu'il ne s'est jamais fait payer.
Bon, alors, venons-en à un point très important, la publication donc, du Voyage au bout de la nuit. Donc, racontez-nous un peu les circonstances d'écriture. Est-ce qu'il écrivait par grands coups de collier? Est-ce qu'il a écrit en 6 ans? Est-ce qu'il l'a écrit 10 fois, comme on dit? Est-ce qu'il effaçait les traces de son travail? Enfin, Céline a toujours dit que sa vraie vocation, c'était médecin. Évidemment, on le connaît aujourd'hui comme écrivain. C'est un des principaux écrivains français du XXe siècle, sinon le principal. Et tout de suite, après la guerre de 14, c'est la guerre de 14 qui a déclenché sa vocation d'écrivain. Il a ressenti le besoin d'écrire pour raconter la guerre de 14, pour transmettre, si vous voulez, l'horreur qu'il a vécue pendant les quelques mois où il a été sur le front, entre le mois d'août et le mois de novembre, quand il quitte le front grièvement blessé. Et puis ensuite, il continue d'autres épisodes de sa vie, c'est-à-dire l'Afrique. C'est un des plus beaux passages pour moi de Voyage au bout de la nuit. Ensuite l'Amérique, et ensuite ça fait 3 petits romans distincts finalement. Il aurait très bien pu les publier de manière séparée. Et puis ensuite il raconte son expérience de médecin en France. C'est un livre qui va bouleverser toute une génération. Hein. C'est une façon d'écrire comme aucun écrivain français n'écrivait alors. D'ailleurs, Céline dira moi, mon mérite, de ce dont je suis fier, c'est que j'ai inventé un style. Et c'est vrai qu'il a inventé un style. Il n'y a pas de prédécesseur et il n'y a finalement pas de suiveur non plus. Non. Alors, il s'est fait donc refuser son manuscrit par l'édition Brossard et Gallimard, qui lui demandait trop de modifications. C'est finalement donc Robert de Noël qui l'a publié. Il voulait enlever l'épisode de New York, mais Céline n'a pas cédé. Il n'a rien voulu changer à ce manuscrit. Pas une syllabe, il disait. Oui, alors, il a envoyé son manuscrit à plusieurs, dont Gallimard. Gide l'a lu, il n'était pas très d'accord. On a dit c'est pas possible de publier dans cet état. Il va falloir revoir beaucoup de choses, des vulgarités, du langage trop commun. Et il semble que de Noël était également de cet avis, mais Céline a dit vous publiez comme ça, vous ne publiez pas. Et c'est comme ça que de Noël a publié intégralement Voyage au bout de la nuit. Alors que dans Mort Crédit, le livre suivant, le roman suivant de Céline, de Noël a demandé des coupures qui ont été faites. Maintenant, naturellement, on a retrouvé le texte initial et le texte que vous trouvez en librairie et le texte complet. On ne voit pas très bien d'ailleurs pourquoi on l'avait censuré, compte tenu de tout ce qui s'écrit aujourd'hui. Alors, vous racontez le Goncourt manqué aussi, vous racontez la campagne qu'a menée de Noël auprès des membres du jury. Donc Céline n'y croyait pas, il y a cru, et puis finalement, à la fin, il disait que c'était une affaire entre éditeurs, parce qu'il ne l'a pas eu finalement. Donc, Pardon ? Vous racontez donc cette campagne qu'a menée de Noël auprès des membres du jury Goncourt, pour qu'il ait le prix Goncourt, il l'a raté. Ensuite, il parlait d'une affaire entre éditeurs, il était assez en colère. Là, vous parlez du prix Goncourt. Je parle du prix Goncourt, oui. Mais alors, tous les écrivains Goncourt, j'en ai connu un certain nombre, vous disent qu'évidemment, la honte, c'est de ne pas avoir donné le prix Goncourt à Céline, alors que 8 jours avant, ils s'étaient réunis, il avait été entendu qu'on lui donnerait. Il y avait même des académiciens Goncourt qui ont dit on pourrait le donner dès aujourd'hui, mais la presse n'était pas là. Ils ont dit non, on le donnera
après notre déjeuner traditionnel chez le Rouen. Et pendant ces 8 jours, les éditeurs, les éditeurs ont intérêt évidemment à avoir édité un prix Goncourt, et les éditeurs ont convaincu la majorité des académiciens Goncourt qu'il ne fallait pas le donner à Céline, mais à Maseline. Un livre qui n'a eu absolument aucun succès parce que personne n'en parle aujourd'hui. Tout le monde a parlé de Voyage au bout de la nuit, mais c'était une injustice. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, les Goncourt vous disent, ça c'est vrai, c'est la pire erreur que nous ayons commise depuis la fondation du prix par Edmond Goncourt. Et puis ça, c'est une rare évidence. Alors, quand on a publié Guerre, moi j'ai approché certains membres de l'Académie, je me dis, mais pourquoi vous ne donnez pas, ça serait une revanche pour Céline extraordinaire, pourquoi vous ne donnez pas le prix à Guerre qui se vendait, je le dis, je crois tout à l'heure, qu'on a vendu en quelques semaines à 140 000 exemplaires. Et c'était impossible parce que le prix doit être donné à un auteur vivant. Ah ouais. Bon, il a eu quand même le Renaudot, mais pour lui, c'était juste enfin, tout il a juste eu le une Renaudot compensation. qui était quand même déjà à l'époque, avec le Goncourt, l'un des 2 principaux prix français, il n'y a pas de doute. D'accord. Alors, quelques mots sur sa rencontre aussi avec Elizabeth Craig, qui a été quand même déterminante, comme vous l'écrivez. Alors, Elizabeth Craig est la dédicataire de Voyage au bout de la nuit. Et c'est le grand amour avec Madame Céline, bien sûr, mais le grand amour de Céline. C'était une Américaine. Il admirait beaucoup les Américaines, il admirait les jambes des Américaines. Il aimait les femmes sportives, les femmes saines. Et il aimait énormément les danseuses. D'ailleurs, il a eu beaucoup de danseuses comme amies, puis comme compagne avec Elizabeth Craig. Et Madame Lucette Almanzor était sa veuve, sa dernière femme, était également une danseuse très, très remarquable. Et donc, la Seconde Guerre mondiale approche. Lui, il était donc contre plutôt un conflit entre la France et l'Allemagne. Il foudroyait ceux qui poussaient à la guerre, finalement. Il foudroyait ceux qui poussaient à la guerre. Il était contre cette guerre. Il était contre la guerre? Oui. Ah ben oui, comme je l'ai dit, tous les anciens de 14. Moi, mon père était ancien de 14, je me souviens. Je me souviens à table, j'étais enfant, né en 32, mais enfin, avant la guerre, je me souviens très bien des conversations entre mes parents. Alors, donc, l'histoire a donné une résonance un peu particulière, résonance pour Bagatelle, pour un massacre par la suite, dont vous parliez tout à l'heure. Et vous écrivez donc dans la seconde partie de Délire et persécution. Vous écrivez que cette publication, donc, ensuite, il a été une bête traquée. Quelles ont été les premières conséquences de la publication de Bagatelle dans sa vie sociale? Donc, il a perdu son dispensaire à Vichy, où il exerçait la médecine. Oui, il a perdu son dispensaire. Il y a eu un procès, parce qu'il avait dit qu'un monsieur Rouquès était juif. Alors, M. Rouquès l'a assigné en diffamation, ce qui a posé un problème au tribunal, parce que la diffamation, c'est quand vous tenez publiquement un propos contraire à l'honneur, contre une personne, contraire à l'honneur ou à la considération. Et les gens disaient, mais être juif, c'est pas contre l'honneur. Et finalement, ils ont rendu un jugement très intelligent, disant, dit par une personne ordinaire de quelqu'un d'autre qu'il est juif, c'est pas diffamatoire, mais compte tenu de l'attitude de Céline qui déteste les juifs, dit par lui, c'est diffamatoire. C'est vrai, c'était très intelligent.
Alors vous dites, Céline fut victime de sa fougue, de sa verve, de sa fureur d'écrire, de son talent de pamphlétaire, de son humour, de carabin, parfois si proche, du mauvais goût et de son délire infini. C'est un peu victime de son talent, quelque part. Qu'est-ce que vous voulez entendre par victime de son talent, finalement? On va publier bientôt les pamphlets de Céline. Parce ils devaient être publiés en 2018 on va et être obligé, ils n'ont pas été publiés. On n'a pas pu le faire il y a 3 ou 4 ans, 3 ans, parce qu'il y a eu une fuite chez Gallimard. Un imbécile a dit qu'en décembre, qu'on allait les publier au mois de mai, alors que toute nouvelle publication des pamphlets de Céline demande évidemment une analyse critique, l'établissement d'un appareil critique, expliquer comment, pourquoi, dans les années 30, Céline a écrit les pamphlets, qui sont d'ailleurs des livres par ailleurs assez extraordinaires. Un tiers de Bagatelle pour un massacre, c'est son voyage en Russie, par exemple. Il y a une centaine de pages là, du plus haut comique. Moi, je me suis battu avec Madame Céline pendant des années pour m'opposer à toute publication des pamphlets. Et comme avocat, puisque je suis avocat, je le suis toujours d'ailleurs, j'ai fait plusieurs procès pour bloquer des éditions qui n'avaient pas l'autorisation, des éditions pirates. Ça m'a valu d'ailleurs de recevoir des menaces de mort. Madame Céline en recevait aussi. Des gens qui disaient « vous casserez Céline, vous voulez publier le gentil Céline, vous ne voulez pas publier le méchant, vous exercez une espèce de censure ». C'était, par certains côtés, tout à fait exact. Depuis, on trouve les pamphlets partout. On les a publiés au Canada, parce qu'au Canada, les droits d'auteur, c'est 50 ans, c'est pas 70 ans, donc il y a 20 ans. On les a publiés au Canada sans aucune espèce de difficulté. On a publié dans la collection bouquins le pamphlet de Rebattet, qui est autrement violent et qui a été écrit surtout en 1943, c'est-à-dire à une époque où on savait les persécutions des Juifs. Il n'y a eu aucune espèce de difficulté. Et on a la certitude que dans maintenant un peu moins de 10 ans, les pamphlets vont tomber dans le domaine public. Donc, n'importe quel éditeur pourra publier les pamphlets de Céline. Donc, nous sommes un peu obligés de les publier avant 10 ans. Et c'est la raison pour laquelle, chez Gallimard, actuellement, on travaille. Antoine Gallimard, très intelligemment, a demandé à des personnalités du monde juif d'y participer. Tout le monde sait qu'on va être obligé de les publier parce que le domaine public arrive. 10 ans, ça va passer très vite. Et c'est la raison pour laquelle, après m'y être opposé, je suis aujourd'hui pour la publication des pamphlets de Céline, une republication avec un appareil critique, avec un travail d'historien. Il y a déjà des historiens qui travaillent actuellement à cela, mais c'est un peu une obligation. Alors, maintenant, peut-être qu'on en viendra à la fin de vie de Céline. Le temps passe. Donc, il est mort le 1er juillet 1961 à Meudon. Céline est un vieil ermite qui se complaît dans sa condition d'écrivain persécuté. Il est mort à 67 ans, le même jour qu'Hemingway. Quelle a été sa fin de vie autour de ça? La fin de vie, il joue un rôle, il a toujours joué un rôle d'ailleurs, Céline, un petit peu. Il avait un côté comédien. On le voit sur cette vidéo avec ses animaux, on entend ses perroquets. Et là, alors, il va
jouait à Meudon le rôle d'un vieil ermite qui n'a pas d'argent, qui mangeait des boîtes de sardines et puis un peu de pain sec. Et puis voilà, il s'habille en clochard, il a un bon contrat chez Gallimard. Les 10 dernières années, il va vivre assez bien finalement, puisque Gallimard lui sert une rente. À chaque nouveau livre, naturellement, il demande que la rente augmente, et Gallimard le fait. Donc il n'est pas le clochard qui il joue le rôle du clochard, mais il n'est pas clochard. Il pourrait très bien s'habiller normalement, mais c'est un jeu, c'est un personnage d'écrivain maudit qui n'aime plus les hommes, il aime les animaux, et il vit dans sa retraite, dans cette espèce de prison volontaire qu'est cette maison de Meudon, laquelle est évidemment était dans un état épouvantable. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de... il y avait du vrai dans le personnage qu'il avait créé, mais il y avait aussi beaucoup du romancier. Bien, on arrive donc sur la fin. Donc, pour terminer, je vais parler de cette année. Donc, on fêtait le centenaire de la mort de Proust. On oppose souvent ces deux grands stylistes, comme si on aimait soit Céline, soit Proust. Et vous comparez donc Proust et Céline dans votre biographie. Voilà, si Marcel Proust avait raconté le faubourg Saint-Germain et les jardins des Champs-Élysées, Louis Destouches se faisait le chantre des banlieues, avec les mots qu'il y avait entendus à la recherche du temps perdu. Voilà. Oui, moi je suis célinien, évidemment, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui, mais je suis aussi proustien. Hein. J'ai présidé la Société d'études céliniennes pendant, 30 ans, et je suis membre de la Société des Amis de Marcel Proust. Je les compare même, si vous voulez. D'abord parce que tous les deux sont les inventeurs d'un style. Finalement, Proust, il n'y a pas de suiveur non plus. C'est comme pour Céline. Hein. Ils ont inventé tous les deux un style à partir d'éléments autobiographiques. Là, le rôle du romancier est intervenu, naturellement. On a enjolivé, ou on a enlaidi, on a fait un roman, mais à partir d'une réalité. Chez Proust, comme chez Céline, on part de l'événement vrai. Ils ont inventé un style tous les deux et ils se sont exprimés dans le français qu'ils avaient entendu quand ils étaient enfants. Céline a été élevée dans un quartier populaire. Il a entendu parler un certain français que l'on retrouve dans ses livres. Proust a été élevé, lui, dans un quartier beaucoup plus distingué, dans un milieu beaucoup plus distingué. Il n'a pas entendu le même français que Céline, et il s'est exprimé dans le français qu'il avait entendu dans son enfance. Donc je pense qu'on peut les aimer tous les deux. J'ai lu Proust plusieurs fois, j'ai lu Céline un peu plus souvent, on dit relire, il est vrai, Proust, en général. Mais j'aime ces deux écrivains. Et finalement, Céline s'est beaucoup moquée de Proust, de ses mœurs, etc., etc. Mais il y a, j'ai trouvé récemment dans un livre une lettre dans laquelle il dit, dans le fond, Proust, c'est un écrivain. Je crois qu'on pourrait terminer sur ce mot. Et maintenant, je vais passer la parole à Françoise Panetier, que voici. Bien, moi je vais passer la parole à qui voudra échanger encore avec Monsieur Gibaud.
Donc il y a un micro de ce côté. Moi, je peux passer là si vous voulez vous manifester en levant la main et poser une question. Ou je peux poser une première question. S'il y a une question, vous me la traduirez parce que j'entends Oui. rien. Je me proposais de poser la première question, Monsieur Gibault, concernant l'œuvre majeure de Voyage au bout de la nuit. Il y a eu au théâtre des voix qui se sont prêtées, Lucchini, Balmer, Brasseur. Il n'y a pas eu d'interprétation au cinéma. Il n'y a pas eu de Voyage au bout de la nuit. Il n'y a pas eu d'interprétation au cinéma. Cinématographique de Voyage. Il y a eu la lecture de Lucchini, il y a eu la lecture de Balmer, mais on n'a pas encore d'interprétation au cinéma. Alors ça... Ça fait peut-être pas fini ta question. Non, c'est tout. Céline aimait le cinéma. Il aurait beaucoup, beaucoup aimé que Voyage au bout de la nuit soit adapté au cinéma. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas été adapté? Moi, j'en ai connu un certain nombre, comme avocat de Madame Céline. Il y a eu des projets assez nombreux. Et je peux vous dire que depuis la mort de Madame Céline, nous avons été approchés par des gens très sérieux, dont je ne vous donne pas les noms, des cinéastes très sérieux, que nous avons eu un rendez-vous il y a 8 jours. On a eu plusieurs rendez-vous, il y a eu 8 jours. Nous sommes pratiquement tombés d'accord et que je pense que le contrat n'est pas encore signé, hein, mais je pense que ce coup-ci, dans 2 ans, 3 ans, vous pourrez voir Voyage au bout de la nuit au cinéma. C'est un scoop. Très bien. Peut-être ce serait un énorme budget. Il faut aller. C'est un énorme budget. Il faut aller en Afrique, il faut aller aux États-Unis. Il faut aller en Afrique, il faut aller à New York, la guerre. Et plus ces scènes en France, ouais. Et plus ces scènes de guerre, qui coûtent très cher. Voilà. Mais là, ce sont des gens très sérieux, une grande société. Ils auront les fonds. Ils auront les fonds. Merci. Enfin, je mets des cierges de temps en temps à l'église pour que ça se réalise. Ça va marcher. Alors, on va vous passer le micro pour qui veut. Je vais vous demander de parler fort dans le micro, s'il vous plaît. Je traduis. Et des questions synthétiques. J'ai des appareils, mais j'entends rien. Oui, je hurlerai. On va parler fort. Alors, mon collègue va vous passer le micro. Monsieur. Merci. Comment peut-on expliquer la misogynie effrayante de Céline? Expliquer la misogynie effrayante. Et je me réfère notamment à Londres. Ah. Ouais, qui est une agression, mais de bout en bout des femmes. Oui, alors, vous avez... Je ne l'explique pas parce que Céline aimait beaucoup les femmes. Il aimait beaucoup les femmes, mais c'est vrai que dans Londres, Londres, c'est empli de scènes pornographiques, dont les femmes ne sortent pas grandies, ça c'est vrai, mais votre question, elle est parfaitement pertinente, mais je ne suis pas en mesure d'y répondre. Merci. Une autre question ? Il faut oser. Il faut en profiter. On va vous passer le micro de ce côté, monsieur. À votre gauche. Oui, bonjour. Savez-vous quel était le regard de Céline par rapport à Pétain et sa révolution nationale ? Quel était le regard de Céline par rapport à Pétain et sa révolution nationale ? Comme beaucoup de Français, je dirais même la majorité des Français, au début du régime de Vichy,
on était pour Pétain. Hein. Ensuite, le régime va changer avec le deuxième gouvernement de Laval. Non, très vite, beaucoup plus vite, parce que dès le mois de septembre ou octobre 40, hein, juste très peu de temps après la prise de pouvoir du maréchal Pétain, il a commencé les premières lois juives. Hein. Tout de suite, les Allemands ne lui demandaient pas. Moi, je trouve ça abominable. Ensuite, il va laisser faire. Et les Français s'en rendent compte. Il y a de moins en moins de pétainistes et de plus en plus de gaullistes. Hein, étant entendu, bien sûr, que le jour de la libération, tous les Français étaient gaullistes. On parlait des résistants de la dernière heure. Hein? On parlait des résistants de la dernière heure tout à l'heure. Des résistants de la dernière heure. Des résistants. Oui. Mais le maréchal, vous ne réalisez pas ce que représentait le maréchal Pétain dans la société française. C'était le recours. C'était un héros de la Grande Guerre, un homme qui avait été humain. À mon avis, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont arrêté le procès qu'avait intenté le maréchal Pétain aux responsables de la guerre, Paul Reynaud, etc. Le maréchal Pétain a été ministre de la guerre. Et au lieu de faire une aviation performante, il ne croyait pas à l'aviation, et il a accepté, comme ministre de la guerre, une très forte réduction du budget des armées. Donc, moi, le maréchal Pétain, il est aussi, comme beaucoup d'autres, responsable de la défaite française. Voilà ce que je pense, voilà ce que pensait mon père. Merci. On va prendre une dernière question. Il y avait une main levée, madame, là-bas. De ton côté, Yves, avec le pull rouge. Un peu plus haut. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'on sait un petit peu, vous parliez de Proust, est-ce que Céline avait, même s'il avait inventé un style, avait des références d'autres écrivains, d'écrivains qu'il aimait, ou des références artistiques qu'il avait, qu'il aimait ou qu'il avait influencé? Alors voilà, on parlait de Proust tout à l'heure, mais quelles étaient les influences littéraires de Céline? C'est ça, hein? Les influences littéraires de Céline, c'était Villon, c'était... Rabelais. On ne peut même pas dire... Enfin, il a beaucoup aimé Léon Bloy, mais Léon Bloy, il l'a lu au Danemark. Donc on ne peut pas dire que Léon Bloy ait inspiré Céline quand il écrivait Voyage au bout de la nuit. Céline aimait très très peu ses contemporains. Il admirait Paul Morand, oui. Mais il est difficile de dire quels ont été les écrivains qui ont eu de l'influence sur lui. Ce que je peux dire, c'est qu'il était extrêmement cultivé, qu'il avait lu tous les classiques et qu'il aimait beaucoup les classiques. En revanche, de grands écrivains comme Zola, il trouvait que c'était pas bon, c'était... Moi, si j'avais connu Céline, une fois encore, je ne l'ai pas connue, j'ai connu sa femme 1 an après sa mort, je lui aurais posé cette question. C'est une question à laquelle je ne suis pas vraiment en mesure de répondre, sauf, voyez-vous, comme des gens comme Villon. Alors là, oui. On sait qu'il l'admirait. Et
ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il avait énormément lu et qu'il était très, très cultivé, y compris donc quand il était tout jeune. Hein. Quand il est en Afrique, les lettres à ses parents, il demande sans arrêt des envois de livres. Hein. Des envois de livres et des envois de médicaments. Voilà, je n'ai pas répondu à votre question, mais je ne sais pas tout. Merci. Donc écoutez, merci de votre générosité, hein, ça fait déjà 1h15 et c'est bien qu'on échange. Merci de votre générosité. Il y a encore la dédicace. Monsieur le maire est là, à côté de moi. Je pense qu'il a envie, Monsieur Philippe Sueur, le maire d'Anguin, a envie de vous saluer. Monsieur Gibault, merci. Je vous passe le micro. Voilà. Vraiment, nous avons vécu 1h15 de bonheur à vous écouter et j'oserais, avant de vous remercier, vous poser aussi une question, hein, la dernière. Hein. J'ai raté, il y a une vingtaine d'années, l'achat de la thèse de médecine de Louis-Ferdinand Destouches. Hein. Et en préparant en quelque sorte cette conférence pour me renseigner davantage sur Céline, mieux pénétrer, j'ai lu que le style de la thèse, c'est une thèse qui est très peu scientifique, très peu médicale, elle est surtout, elle rend hommage à celui qui a inventé en quelque sorte l'asepsie, qui a imposé l'asepsie hein, aux étudiants en médecine en particulier, hein, puisque hein, ils allaient de la salle en quelque sorte de dissection faire des soins à l'hôpital sans se laver les mains ou tout au moins sans se désinfecter. Hein, donc c'est Semmelweis. Et j'ai lu que le style de la thèse est déjà le style de Céline. Hein, est-ce qu'il y a en quelque sorte une écriture spontanée, un style hein, qui est inné hein, à l'auteur? Donc il ne s'agit plus de chercher en quelque sorte les prédécesseurs, les précurseurs, les influenceurs. Alors voilà, la thèse de Céline, qui a fait sur l'hygiéniste, était déjà assez littéraire, c'est ça? Oui. À l'époque, en principe, le micro aussi. Tous les étudiants en médecine faisaient des thèses scientifiques. Prenez le micro. Ah oui, pardon. Oui, à l'époque de Céline, les étudiants en médecine faisaient presque tous des thèses scientifiques. Et Céline a fait une thèse littéraire, ce qui annonce déjà, vous avez raison, l'écrivain qu'il va devenir. Et c'est un espèce d'autoportrait en réalité. C'est Céline lui-même, hein, qui était un hygiéniste presque plus qu'un médecin. Et ce que fut Semmelweis, qui est un martyr de l'histoire de la médecine. Hein. C'est un médecin qui, à une époque où les femmes accouchaient dans des hôpitaux, où les infirmières qui venaient de faire une autopsie venaient les soigner sans s'être lavé les mains. Et la fièvre puerpérale tuait, mais je ne sais pas, un très 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 grand pourcentage de femmes qui venaient d'accoucher ou qui étaient en train d'accoucher. Cette thèse qui a été ensuite publiée par De Noël et annonce le grand écrivain. Annonce le grand écrivain et annonce le médecin aussi. C'est un texte qu'il faut absolument lire. D'ailleurs, quand on me demande comment commencer quand on n'a jamais lu Céline, je dis lisez Semmelweis. C'est un court texte, mais qui annonce l'écrivain et qui est
Ça se lit comme un roman et c'est une thèse de médecine absolument remarquable. Merci d'avoir posé cette question et merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà. Je crois que les applaudissements sont l'hommage que nous voulons vous rendre. Merci de votre présence, merci de cette qualité. C'est aussi un hommage à rendre au grand avocat. Là, vous êtes le Célinien, mais vous avez plaidé dans des procès très complexes, politiques, avec des grands noms de l'histoire contemporaine. C'est aussi donc cet avocat que nous pouvons saluer. Merci beaucoup. Et puis, en quelque sorte, je crois que c'est vous qui l'avez écrit, mes voyages au bout de la nuit, mes voyages au bout de la vérité. Merci d'avoir pu l'approcher avec vous. Merci à vous, à tout de suite dans le hall. Merci.